C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, ce rapport accablant de Human Rights Watch. L'ONG documente un double massacre commis au Burkina Faso par des soldats. Les faits se sont déroulés le 25 février dernier dans 2 localités du nord du pays. Selon le rapport, 223 civils ont été exécutés. Nous serons avec notre correspondant régional dans un instant. La grève des médecins se poursuit au Kenya. Certains d'entre eux ont été sanctionnés et renvoyés. Les conséquences de ce mouvement sur le secteur de la santé ne sont pas négligeables. Nous serons à Nairobi dans ce journal. Et puis à la fin de cette édition, nous irons en République démocratique du Congo où se tient jusqu'à vendredi la 8e édition de la Semaine française à Kinshasa. Les entrepreneurs congolais en profitent pour promouvoir leurs projets auprès des investisseurs. Nous vous parlerons d'un projet autour de l'éducation. Reportage à suivre. Il s'agit de l'une des pires tueries au Burkina Faso depuis le début de la spirale de violence. L'ONG Human Rights Watch a documenté dans un rapport l'exécution à fin février par l'armée burkinabé de 223 civils, dont 56 enfants. Une enquête a été ouverte par les autorités. Pour en parler, pour plus de détails, nous retrouvons tout de suite notre correspondant régional, Serge Daniel. Serge, bonsoir. Tout d'abord, que contient ce rapport ? Alors, c'est un rapport, il faut le dire, accablant. L'ONG américaine a interrogé au moins une quinzaine de survivants et conclusion de Human Rights Watch, c'est l'un des pires massacres commis par l'armée du Burkina Faso sur les civils depuis 2015. Il faut dire que le rapport explique que tout s'est déroulé le 25, ça a commencé le 25 février dernier, et c'était le jour des faits et des détails. Le rapport affirme que 223 civils, dont 56 enfants, ont été exécutés froidement dans 2 localités du nord du Burkina Faso, où les militaires affrontent régulièrement les groupes terroristes. Alors les militaires, ils seraient une centaine selon le rapport, auteur de ces exactions. Ils auraient dans un premier temps regroupé, rassemblé les civils dans ces localités avant d'ouvrir le feu. Les victimes, ajoute le même rapport, ont été enterrées dans des fosses communes, dans plusieurs fosses communes. Et pour Human Rights Watch, on est en face de potentiels crimes contre l'humanité. Alors Serge, quelle a été la réaction du gouvernement ? Alors, on a les premières réactions de Ouagadougou. Par exemple, des autorités locales nous ont déclaré par rapport au rapport que, c'est une citation, c'est une énième campagne pour discréditer les forces de défense et de sécurité du Burkina Faso, fin de citation. Et l'un de nos interlocuteurs officiels ajoute, nous n'avons rien à cacher, le dossier est devant la justice. Mais il faut rappeler que même si le dossier est devant la justice, des survivants ont dit qu'ils ont porté plainte, mais que la justice ne les a pas toujours entendus. Merci beaucoup Serge Daniel pour votre décryptage. Les conditions climatiques ne semblent pas s'améliorer en Afrique de l'Est. Les pluies torrentielles ont provoqué des inondations et des glissements de terrain. Le bilan s'est alourdi. Au Kenya, le bilan fait état de 32 morts et 40 000 déplacés. Sophie Lamotte. Un quartier tout entier en deuil. Ils sont plusieurs centaines à fouiller dans les décombres du bidonville de Matare à Nairobi dans l'espoir de secourir des survivants. Colline Sobondo a déterré des dizaines de corps des décombres, y compris ceux de ses proches. J'ai perdu 5 proches, ma mère, ma cousine, mes 2 neveux et un voisin venu se réfugier ici. C'est ici que nous les avons trouvés. Le corps de la voisine de ma mère était coincé juste en face et c'était comme si ma cousine lui tenait la cheville avec sa tête coincée entre ses cuisses. Les pluies torrentielles, exacerbées par le phénomène climatique El Niño, ont déjà provoqué le déplacement de plus de 40 000 personnes et fait au moins 32 morts. Ces chiffres pourraient continuer à augmenter avec une saison des pluies qui devrait durer jusqu'au mois de mai. Nous nous attendons à retrouver d'autres corps parce qu'hier avec l'inondation, nous n'avons pas réussi à venir ici. Donc je pense que d'ici la fin de la journée, nous allons retrouver au moins un corps entre ici et l'arbre là-bas. Le président William Ruto a convoqué ce jeudi une réunion d'urgence pour venir en aide aux plus vulnérables. Il y a des citoyens qui vivent dans des endroits très dangereux. Et ce sont eux qui sont les plus vulnérables à l'heure actuelle. Nous devons informer les citoyens qui se trouvent dans des zones inondables et à risque des dangers qu'ils encourent. Et nous commençons à les déplacer. Le reste de la région n'a pas été épargné. Près de 100 000 personnes ont été déplacées au Burundi,
tandis qu'au moins 155 personnes ont été tuées en Tanzanie. Et puis toujours au Kenya, des médecins ont été renvoyés suite à la grève des hôpitaux qui dure depuis le mois de mars. Une grève qui a un impact considérable puisque de nombreux services peinent à fonctionner. Bastien Renouille revient sur la situation qui paralyse le système de santé. Cela fait 46 jours que la grève des médecins a commencé. Ils demandent un meilleur traitement ainsi que de meilleures conditions de travail. Ils veulent notamment la mise en place d'une mutuelle pour les personnels de santé ou encore un renforcement des équipes dans les hôpitaux qui sont en sous-effectif. Selon le syndicat des médecins kényans, des négociations ont lieu avec le gouvernement. Elles vont dans le bon sens. Pourtant, le gouvernement, qui est l'employeur des médecins qui travaillent dans les hôpitaux publics, a commencé à renvoyer certains d'entre eux. À ce sujet, je vous propose d'écouter le secrétaire général du syndicat. Quand le peuple se met en grève, le gouvernement réagit toujours de cette manière. Il cherche à nous transformer en victimes, il nous menace, essaye de nous intimider. Le seul moyen qu'il y a d'y parvenir, c'est de nous envoyer des lettres de licenciement. Jusqu'à présent, un certain nombre d'entre nous ont été renvoyés d'hôpitaux dans différents comtés. Mais il faut tenir bon. Nous, les grévistes, ces menaces ne nous effraient pas, qu'elles proviennent des comtés ou du gouvernement. Le gouvernement renvoie ses médecins pour éviter que la grève ne se prolonge car il y a encore un gros point de désaccord entre le syndicat et les autorités, à savoir le salaire des internes. Jusqu'à présent, ils touchent environ 200 000 shillings par mois, ce qui représente environ 1 000 € net à la fin du mois. Le gouvernement voudrait diviser ce chiffre au minimum par 2. Le gouvernement n'a plus les moyens de payer les internes aussi cher, il l'affirme régulièrement, mais cela est absolument impossible selon le syndicat qui refuse d'accepter de telles conditions. C'est pour cela que la grève continue. Il devrait y avoir de nouvelles manifestations organisées à Nairobi mardi prochain. En 2023, les Tunisiens représentaient la deuxième nationalité à arriver sur les côtes italiennes par bateau. Ils sont également très nombreux à vouloir tenter leur chance de manière légale. Ils passent par des agences pour leur trouver un contrat à l'étranger. Mais vous allez le voir, ces agences sont souvent synonymes d'arnaque. Reportage de Lilia Blaise et Hamdi Tlili. Amer, 20 ans, a vu des dizaines de jeunes de son quartier prendre la mer pour rejoindre de façon irrégulière les côtes européennes. Originaire de Sousse, une ville balnéaire à l'est de la Tunisie, ce jeune diplômé en coiffure a voulu partir autrement, avec un visa et un contrat de travail. Ma mère avait fait une collecte dans les quartiers. Elle a vendu des meubles, ses bijoux en or, pour que je puisse payer les 7000 dinars nécessaires pour un contrat clé en main pour partir à l'étranger. L'agence a pris de l'argent et après, pendant plus de 7 mois, ça a traîné. Des appels sans rien derrière. L'agence promettant le précieux sésame s'est évaporée dans la nature. Amer a perdu tout son argent et n'a jamais pu porter plainte, faute d'une preuve réelle de la transaction. J'aimerais dire aux jeunes qui souhaitent partir de faire attention, de ne pas croire automatiquement ces agences qui disent que tout est possible. Des cas comme celui d'Amer, il y en a beaucoup, à cause de la crise économique qui pousse de nombreux jeunes à partir. Tu as un diplôme dans la soudure, c'est parfait, le marché à l'étranger est très preneur, aussi bien le Canada à l'Italie. Dans cette agence à Sousse qui propose de s'occuper des formalités pour une demande de travail à l'étranger, le directeur tente d'expliquer à ses clients comment faire la différence entre les agences légales et les arnaques. Nous déjà, nous ne vendons pas des contrats de travail. Nous sommes des intermédiaires pour faciliter le lien entre l'offre et la demande. Nous regardons le profil du demandeur d'emploi, ses diplômes, nous l'aidons pour son CV et nous regardons à l'étranger quel marché d'emploi est demandeur. Nous évitons de leur faire de fausses promesses. Mais le problème a pris une telle ampleur que les autorités ont déposé des plaintes contre plusieurs agences illégales et planchent sur un projet de loi pour contrôler avec plus de sévérité le secteur. Donc là, vous allez trouver une sanction de prison qui peut arriver jusqu'à 5 ans de prison, des amendes financières qui peut arriver à 20 000 dinars. Les opportunités pour partir légalement sont aussi disponibles sur le site du ministère. Le marché français prévoit par exemple près de 6 000 emplois saisonniers par an. Ce sont des nominations très attendues par les Sénégalais. Ce mercredi, le président Bassirou Diomaye Faye a désigné des nouveaux patrons à des postes de direction générale. C'est le cas de la télévision nationale, du port de Dakar ou encore du haut commandement de la gendarmerie nationale. On fait le point avec notre correspondant à Dakar, Elie Mandao. Parmi les nominations les plus en vue,
celle de Papa Alenia, un nouveau directeur général de la télévision nationale. Papa Alenia est un journaliste plutôt défenseur d'Ousmane Sonko et critique du régime de l'ancien président Macky Sall. Il remplace à la tête de la télévision nationale Racine Talla, le controversé directeur général de la structure ces 12 dernières années. Autre nomination en vue ce mercredi, celle du général Martin Faye, nouveau haut commandant de la gendarmerie nationale en remplacement du général Moussa Fall, accusé notamment par le PASTEF d'être derrière la machine de répression des manifestations politiques ces dernières années. Au Sénégal, en Conseil des ministres, ce mercredi, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a procédé également à d'autres nominations dans d'autres postes de direction générale, récompensant notamment des membres actifs du parti PASTEF, les Patriotes, à l'image de Fadilou Keïta, nouveau directeur général de la Caisse de dépôt et de consignation. Dans son programme, Bassirou Diomaye Faye avait fait état d'appel à candidature pour certains postes de direction générale. On ne sait pas pour l'instant quel poste est concerné par cet appel à candidature. On a tenté d'en savoir un peu plus auprès de la présidence de la République, mais on n'a pas pu trouver d'interlocuteur. La présidence de la République qui communique très peu sur ce sujet. D'autres postes de nomination dans d'autres directions générales sont à venir prochainement. On vous parle ce soir de la 8e édition de la Semaine française à Kinshasa, organisée par la Chambre de commerce internationale franco-congolaise. Elle est très attendue par les entrepreneurs congolais qui tentent de séduire des investisseurs pour développer leurs projets. En voici justement un dans le domaine de l'éducation. Reportage d'Aurélie Bazara-Kibangula. Oui, camarade, viens ici avec la tablette. Dans cette classe de Matongé, le traditionnel tableau noir a laissé place à un écran numérique et les élèves travaillent sur tablette. Situer les pays qu'on appelle Algérie. Géographie, mathématiques et anatomie, une fois par semaine, ils utilisent des applications pour apprendre et réviser. En FDC, c'est recommandé, l'enseignement doit être concret. Ce que vous enseignez, l'enfant voit, il manipule et il retient directement. Pour nous, vraiment, c'est formidable. La méthode fonctionne et séduit les élèves. Dans la carte d'Afrique, oui, très bien. Pour son concepteur, rien de mieux que de plonger les enfants au marché ou les faire manipuler les francs congolais pour leur apprendre à compter. L'apprenant se retrouve dans des scènes de vie locales, celles auxquelles il est habitué, et en même temps, il peut basculer dans la langue qu'il maîtrise le mieux. Ça peut être le français en République démocratique du Congo, le lingala, le chiluba, le swahili, le kikongo, qui sont les langues nationales. Et depuis peu, nous avons ajouté l'anglais. 80 écoles à travers le pays utilisent l'application sur tablette. La start-up aimerait en distribuer davantage. Pour séduire des investisseurs, elle compte sur la Semaine française de Kinshasa. Ici, une dizaine d'entrepreneurs présentent leurs projets en quête de financement. Michel propose des formations gratuites pour les instituteurs de maternelle. Sans financement, ce n'est pas possible. D'où notre cri d'alarme. Les gens pourraient financer l'éducation de la petite enfance et on aura moins de problèmes dans le pays parce que le jeune enfant aura été bien formé dès la base. Le gouvernement congolais a octroyé 13% de son budget à l'éducation, insuffisant selon les professionnels du secteur. Si ces entrepreneurs comptent sur des partenaires extérieurs, rares sont ceux qui investissent dans l'éducation. La part belle revient aux télécoms et au pétrole. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Merci aux équipes en régie, merci à notre chef d'édition Aline Bottin, merci à nos correspondants et merci à vous pour votre fidélité. Restez avec nous, l'info continue sur France 24. Bienvenue à Kinshasa. Je suis Aurélie Bazara-Kibangula, la correspondante de France 24. Retrouvez-moi dans le Journal Afrique et toutes nos éditions d'information pour vous raconter l'actualité de la République démocratique du Congo sur France 24. Aurélie Bazara-Kibangula, l'une des 200 correspondants de France 24 dans le monde.